Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Formidable, formidable, formidable. Eh bien, bonjour. Donc, je suis avec Adriana, avec Bonjour. Madame Rouliac Delphine, étiquetée Medtronic, avec Marc Strick et avec Samuel Bulliard, qui a des problèmes de connexion, mais je pense que ça devrait marcher. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va parler de défibrillateur. On va parler de défibrillateur Medtronic. Et on va commencer, c'est Samuel qui va vous présenter les indications du défibrillateur. Alors bon, voilà, essayez de comprendre en gros les grandes lignes, chez qui et pourquoi on va mettre un défibrillateur, les recommandations. Et ensuite, on va commencer, je crois qu'il y a 3 webinaires de prévus sur le DEF. On va commencer vraiment par l'introduction sur le défibrillateur. Qu'est-ce que c'est un défibrillateur? Comment ça fonctionne? Quels sont les paramètres à programmer? Ce genre de choses-là. Voilà les amis, l'idée c'est que il y a un chat, vous pouvez, vous allez sur discuter et vous pouvez me raconter votre vie, hein, ou comme vous voulez, poser des questions, ce que vous voudrez, et je vous répondrai. Sinon, vous prenez la parole et puis vous intervenez sans aucune hésitation, les amis. Voilà, vous pouvez nous interrompre entre guillemets quand vous voulez. Voilou. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par les indications du défibrillateur par le docteur Samuel Liard. Bonjour à tous. On va passer en revue les différentes situations qui peuvent conduire ou pas, d'ailleurs, à l'implantation d'un défibrillateur. Dans quel cas le proposer, dans quel cas c'est pas nécessaire, et si oui, sous quelles conditions, sous quel délai, selon quelle modalité. On va faire ça à travers quelques petits cas cliniques qui sont évolutifs. Avant ça, tout de même faire la différence entre les 2 grandes catégories d'indications, c'est-à-dire donc les situations où on dit est-ce qu'il faut mettre un défibrillateur. Il y a des indications primaires et secondaires. La grande partie sont aujourd'hui des indications primaires. La prévention primaire, c'est quoi? C'est un patient qui n'a jamais présenté un événement ventriculaire grave, mais chez qui on juge que le risque rythmique est suffisamment élevé pour justifier d'une implantation d'un défibrillateur. Donc un patient qui n'a jamais fait une arythmie ventriculaire grave et pour autant, du fait d'autres éléments, on pense que ce patient a un risque de faire un arrêt cardiaque suffisamment élevé pour justifier de lui implanter un défibrillateur. Et les autres indications, c'est les préventions secondaires, qui sont donc plus rares. C'est les patients qui ont déjà fait un trouble du rythme ventriculaire, une fibrillation ou une tachycardie ventriculaire, qui a été mal tolérée, chez qui on n'a pas retrouvé de cause réversible et qui ont été, soit qui s'est arrêté toute seule, soit qui a bénéficié d'un choc, ou alors qui a carrément été réanimée dans le cas d'un arrêt cardiaque. Les indications de défibrillateur, elles sont résumées, et le document qui fait foi, c'est les guidelines de la Société européenne de 2022 qui sont récentes. Les dernières avaient maintenant une dizaine d'années. Finalement, il y a peu de choses, ou alors dans quelques indications, mais qui ont changé sur les indications de défibrillateur les 10 dernières années. Voilà. En tout cas, le document qui fait foi, c'est ce document-là, et qui est un document qui est clair avec des schémas. Donc pour commencer, un patient de 56 ans qui est tabagique, hypertendu, qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, qui arrive sur ses 2 jambes aux urgences cardiologiques pour une douleur. Vous faites l'électrocardiogramme et pendant l'électrocardiogramme, voilà, on va dire que vous tombez au bon moment, vous tombez à pic, on enregistre ce tracé. Donc on voit que sur les 5 premiers QRS, on a un rythme qui est vraisemblablement sinusal avec des QRS fins, mais un large sus-décalage du segment ST dans les dérivations antérieures qui laisse assez peu de doute par rapport à la douleur thoracique de ce patient, probablement un infarctus ST plus antérieur. Sur le 5e battement, on voit déjà qu'il y a un battement prématuré, une extraction ventriculaire assez précoce qui tombe près de l'onde T, mais qui ne conduit pas à une arythmie.
puis sur le battement d'après, quasiment la même extrasystole, et en revanche, là, qu'induit une arythmie ventriculaire très rapide, polymorphe, instable, et qui a une fibrillation ventriculaire. Donc, si on fait un résumé, c'est un patient qui arrive avec un infarctus antérieur, des extrasystoles, probablement du Purkinje, du moins de la zone infarctus, et qui déclenche une fibrillation. Le patient est choqué. Est-ce que ce patient nécessite un défibrillateur ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire chez ce patient? Donc vraisemblablement, non, l'urgence, là, on a affaire à un trouble du rythme ventriculaire qui est grave, mais qui est secondaire à une autre pathologie qui est l'infarctus. Et donc, la priorité chez ce patient est de traiter l'infarctus, donc de faire une coronarographie. La deuxième question, c'est est-ce qu'il va lui falloir un défibrillateur? Et est-ce qu'il va lui falloir un défibrillateur en urgence? Et est-ce qu'il va lui falloir un défibrillateur par la suite? La première question, est-ce qu'il lui faut un défibrillateur en urgence? Celle-ci, on peut répondre de façon permanente et pour tous les cas, jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'indication à implanter un patient en urgence. Si un patient a besoin d'un défibrillateur, un défibrillateur externe fait aussi bien qu'un défibrillateur interne. Le seul but d'un défibrillateur implanté, c'est de permettre au patient d'être protégé en rentrant chez lui. Seconde question, est-ce qu'il va lui falloir un défibrillateur pour son retour au domicile? Est-ce que ce patient, du fait de cette fibrillation ventriculaire, il est à risque de refaire une arythmie ventriculaire? Eh bien, non. Pourquoi? Parce qu'il y avait un événement déclenchant à cette fibrillation ventriculaire et que tant que ça ne se reproduit pas, finalement, son risque rythmique va être le même que s'il n'avait jamais fait d'arythmie ventriculaire. C'est ce qui s'est longtemps dit, c'est-à-dire que l'arythmie ventriculaire à la phase aiguë d'infarctus ne prédit pas le risque rythmique au long cours. On a pendant des années dit ça. Pour autant, quelques études à l'heure actuelle montrent quand même que avoir fait une fibrillation ventriculaire, il y a quand même probablement un risque rythmique un peu plus élevé au long terme, mais tout du moins, il ne justifie pas l'implantation du défibrillateur. Ce patient, il ressort une semaine après, il va bien, il n'a pas gardé de séquelles, et on le revoit 3 mois après, avec une dysfonction systolique du ventricule gauche qui est cotée à 30%, et chez un patient qui a évidemment été bien traité d'un point de vue médical, d'un point de vue insuffisance cardiaque. Là, la question, faut-il un défibrillateur? Et à ce moment-là, est-ce qu'on est dans de la prévention primaire, de la prévention secondaire? Et donc là, ça va rentrer dans le cadre d'études, notamment MADIT2, qui sont maintenant des études anciennes, qui ont quasiment 30 ans, qui ont été faites dans les années 90, et qui montraient initialement sur les cardiopathies ischémiques à moins de 30%, que l'implantation d'un défibrillateur améliorait la survie en cas de fraction d'éjection inférieure à 30%. Les premières études, c'est 30%, puis ça a été 35%. Et donc, ce patient qui, après un infarctus à 3 mois, malgré un traitement, qui garde une fraction d'éjection altérée à moins de 35%, il rentre dans le cadre de la prévention, on va dire, primaire, puisque la prévention n'est pas dans le cadre de la prévention secondaire. Excusez-moi, on n'entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro, s'il vous plaît? Un événement aigu. Un autre cas qui est une patiente de 69 ans qui, elle, n'entrait jusqu'ici pas dans le cadre de la prévention primaire, puisque avec une fraction d'éjection au-delà de 35%, une fraction d'éjection à 48%, donc modérément altérée, et qui est pris en charge par le SAMU pour une hypothymie, elle est essoufflée, et elle est hypotendue avec une tachycardie à 190. Sur son électrocardiogramme réalisé par le SAMU, on retrouve une tachycardie régulière, à QRS large, à effectivement 180-190 par minute. On voit qu'en V1, V2, on a un retard droit, donc c'est une tachycardie, soit il s'agit d'un bloc de branche droit, soit que c'est une tachycardie ventriculaire qui vient du ventricule gauche. Si V1 est positif, c'est-à-dire que ça va de la gauche vers la droite. On va ensuite rechercher des indices pour différencier ces deux critères, et on va voir qu'il y a une dissociation atrioventriculaire assez manifeste, par exemple, qu'on voit bien en D3. Il y a plus de ventricules que d'oreillettes, et chez cette patiente, on le voit de façon assez claire, ce qui affirme à 100% le diagnostic de tachycardie ventriculaire. On est donc
devant une tachycardie ventriculaire mal tolérée chez une patiente porteuse d'une cardiopathie. Quelle est la conduite à tenir en urgence? Est-ce que c'est l'implanter d'un défibrillateur? On a dit auparavant que non, l'implantation du défibrillateur n'est jamais urgente. Là, il va falloir réduire la tachycardie par d'autres moyens qui vont être par exemple médicamenteux. On peut essayer un peu de cordarone initialement. On peut également essayer de l'overdriver, la piste terminée avec une sonde d'entraînement. D'accord. Et si nécessaire, la réduire par un choc électrique après une sédation. Voilà. Donc, encore une fois, le défibrillateur ne se pose pas en phase aiguë, ce n'est pas la question. On ne retrouve pas de facteur déclenchant, c'est-à-dire que cette patiente n'a pas d'évolution d'un point de vue coronaire, elle n'a pas une hypercalémie qui favorise cela. Et est-ce qu'elle va, elle, entrer dans le cadre de la prévention secondaire? Eh bien oui, effectivement, c'est une patiente qui a une cicatrice d'infarctus, qui probablement sur cette cicatrice d'infarctus produit une tachycardie ventriculaire par réentrée. C'est mal toléré puisqu'elle est lipothymique et elle va donc entrer dans le cadre de la prévention secondaire avec, pareil, les premières études des années 90 qui montraient que ça améliorait la survie. Ces études, elles ont été faites avant la prévention primaire, c'était les premières études de défibrillateur. Et donc, si on regarde les recommandations européennes dans la cardiopathie ischémique, l'implantation du défibrillateur, c'est un classe 1A, c'est-à-dire il faut le faire avec un niveau de preuve élevé, c'est-à-dire on est quasiment sûr que ce soit bénéfique, tout du moins à l'échelle de la population, en cas de fibrillation ventriculaire ou de TV mal tolérée, s'il n'y a pas un facteur réversible et si le patient a une espérance de vie de plus d'1 an. Et en prévention primaire, c'est également un 1A, donc des arguments forts pour le faire. Si le patient a plus de 3 mois de traitement médical, garde une fraction d'éjection inférieure ou égale à 35%, et pareil qu'il a une espérance de vie à au moins 1 an. Un autre cas, pour on va dire l'autre versant de l'insuffisance cardiaque, un patient de 64 ans qui fait un OAP et à qui vous découvrez une fraction d'éjection sévèrement altérée à 25%. Et avec une coronarographie qui ne retrouve pas d'anomalie, donc vraisemblablement dans le cadre d'une cardiopathie dilatée. Ce patient, donc on vient de lui découvrir sa cardiopathie. Il a une cardiopathie qui semble sévère, avec probablement un risque rythmique qui est important, tout du moins qui est significatif. Est-ce qu'on va l'implanter d'un défibrillateur dès maintenant? Donc non, c'est comme dans la cardiopathie ischémique. Ces patients ont un potentiel de récupération qui est important, qui est parfois même total. Ces patients sous traitement peuvent complètement normaliser. Et donc, il va falloir le revoir à 3 mois, alors qu'il est bien traité avec une quadrithérapie. Il a toujours une fraction d'éjection à 30%. Est-ce qu'il faut lui implanter un défibrillateur? Eh bien, oui. Les recommandations disent globalement quasiment la même chose que pour les cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire dans le cadre d'une cardiopathie dilatée à coronaire saine, si après 3 mois de traitement bien conduit, vous gardez une fraction d'éjection à moins de 35%, alors il y a une indication de classe 1B. Pourquoi 1B? C'est que les preuves sont plus faibles et que notamment depuis l'étude d'Anish, au-delà d'une certaine classe d'âge, d'autres études aussi montrent que s'il n'y a pas de fibrose, une fraction d'éjection pas si altérée que ça, voilà, il peut persister un doute dans certaines indications. C'est des preuves scientifiques qui sont moins fortes que dans l'ischémique. Pour autant, ça reste des indications dans la majeure partie des cas. Et enfin, pour terminer, un patient de 30 ans qui, lui, ne se plaint de rien et chez qui vous réalisez un ECG dans le cadre d'une pratique sportive, chez qui on retrouve un rythme sinusal régulier et en revanche un électrocardiogramme fortement évocateur d'hypertrophie ventriculaire gauche avec de grandes ondes d'air en V5, V6, des troubles de repolarisation. Chez un patient jeune asymptomatique, cela évoque fortement une cardiopathie hypertrophique. Vous faites une échographie cardiaque qui retrouve une hypertrophie ventriculaire gauche importante. Et vous confirmez le diagnostic de cardiopathie hypertrophique d'origine sarcomérique génétique avec une mutation YBPC3, une des mutations les plus fréquentes. Certains de ces patients vont nécessiter un défibrillateur. Est-ce que tous les patients porteurs d'une cardiopathie hypertrophique vont en bénéficier
Non. Et on va les sélectionner à travers divers facteurs de risque de tachycardie ou de fibrillation ventriculaire. Les plus forts sont l'antécédent de syncope, en particulier dans les 6 derniers mois, et qui semble d'origine cardiaque, c'est-à-dire que si clairement c'est une syncope vagale, ce n'est pas un marqueur de risque. Le septum au-delà de 30 mm, une hypertrophie ventriculaire gauche très importante, est un facteur de risque bien identifié. Les antécédents de mort subite au premier degré sont des marqueurs de risque. Et d'autres choses, la TVNS, qui sont des critères de risque, mais moins forts que les 3 premiers, et l'adaptation tensionnelle à l'effort. Voilà. Et certaines études, de plus en plus, montrent que la fibrose, notamment une fibrose extensive au-delà de 15% de la masse ventriculaire gauche, est un facteur de risque. Et on sait également que certaines mutations, celles de la troponine, sont des facteurs de risque et peuvent faire pencher la balance. D'un point de vue européen, les guidelines elles sont principalement basées sur le calcul du score de mort subite à 5 ans, qui se base sur l'âge, sur la valeur d'épaisseur maximale, sur la taille de l'oreillette en échographie en parasternal grand axe, sur le gradient, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de mort subite, est-ce que le patient fait des TV, et est-ce qu'il fait des syncopes. On obtient un risque d'estimé à 5 ans, et on va dire que le cut-off au-delà où on est fortement incité à mettre un défibrillateur, c'est 6% à 5 ans. Entre 4 et 6%, il y a une discussion, on peut céder d'autres arguments ou de la discussion avec le patient en fonction de ses priorités, de son âge. Et en dessous de 4%, il n'y a vraisemblablement pas d'indication à implanter un défibrillateur, car les complications du défibrillateur sont probablement supérieures aux bénéfices escomptés. Voilà. Et enfin, bien sûr, chez un patient porteur d'une cardiopathie hypertrophique et qui a présenté une arythmie ventriculaire mal tolérée, il y a une indication en revanche là forte de classe 1B. Les recommandations américaines sont un peu différentes. C'est une des pathologies où les guidelines ne sont pas tout à fait identiques. La première étape est évidemment la même, c'est-à-dire un patient qui a déjà fait une arythmie ventriculaire mal tolérée ou une mort subite, il a une indication évidente. Et ensuite, les Américains fonctionnent avec des critères majeurs, au nombre de 5 dont on a déjà parlé. Est-ce qu'il y a un antécédent familial de mort subite? Est-ce qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche à plus de 30 mm? Est-ce que ce patient a déjà fait une syncope d'allure cardiogénique, c'est-à-dire pas d'allure vagale, et une syncope pressante? Est-ce qu'il a un anévrisme apical? Est-ce qu'il a une dysfonction VG en delà de 50%? Si un de ces critères, ça suffit pour implanter un défibrillateur. Et c'est tout de même noté chez le patient avant 60 ans. On sait que le patient après 60 ans a un risque rythmique dans la CMH qui diminue très fortement et pour lequel les indications de défibrillateur doivent vraiment être discutées au cas par cas, même en cas de présence de ces critères. Si aucun argument très fort n'est noté, on peut chercher la présence de TVNS et ou chercher la fibrose à l'IRM. Et s'il y a une fibrose, donc ce n'est pas 2%, c'est 15%, c'est-à-dire un marqueur de risque, et ça peut conduire à l'implantation d'un défibrillateur dans on va dire une indication 2B, c'est-à-dire vous pouvez le faire. Voilà. Et si on n'a rien de tout ça, il n'y a vraisemblablement pas d'indication de défibrillateur. Ça ne veut pas dire que votre patient ne fera jamais d'arythmie, mais tout du moins que son risque rythmique ne justifie pas pour le moment de prendre le risque des complications des défibrillateurs, car il ne faut pas perdre en compte que évidemment le défibrillateur sauve des vies, mais a également des complications qui peuvent être graves, et donc que chaque indication d'implantation doit être mesurée, discutée avec le patient, et en ayant bien en balance bénéfice-risque le risque rythmique, mais aussi ce risque de complications. Voilà, pour moi j'ai fini. Ouais.
Pierre, vous êtes à mute. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Excusez-moi, donc je reprends, excusez-moi. Bon, petit problème d'organisation aujourd'hui. Mais en gros, ce que je disais, Samuel, c'est que sur les recommandations, le gros des patients que l'on implante aujourd'hui, ce sont quand même des patients insuffisants cardiaques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la classification, enfin, les critères d'implantation, ils sont quand même extrêmement rudimentaire. Hein. Il y a vraiment une grosse marge de progrès à faire dans le futur. Aujourd'hui, tous les patients, en gros, qui ont une fraction d'éjection à moins de 35%, qui sont à distance d'un infarctus, qui n'ont pas de cause curable ou choses comme ça, et qui ont effectivement une durée de vie estimée à plus d'1 an, auront une indication de défibrillateur. Donc aujourd'hui, dans les recommandations et dans les indications, on se base énormément sur l'échographie, mais sur l'IRM. C'est l'IRM un peu chez nous aujourd'hui le juge de paix. Un patient qui est stabilisé, qui est à distance de son infarctus, un patient qui est insuffisant cardiaque, qui a une hémocardiopathie dilatée, on va faire l'IRM. C'est vrai que c'est à la fois pas un très bon critère à la fraction d'éjection, mais c'est le moins mauvais. C'est le seul que l'on a trouvé. On n'a pas d'autres critères meilleurs que celui-là. L'existence d'extrasystole, l'existence de tachycardie ventriculaire non soutenue, des choses comme ça, mais ça n'a pas montré que ça nous permettait de mieux déterminer quels patients vont bénéficier de la pose d'un défibrillateur. Donc aujourd'hui, c'est très rudimentaire, une fois de plus, c'est la fraction d'éjection inférieure à 35%. À côté de ça, il y a des indications en prévention secondaire. Donc, quand je vous disais 35%, c'est en prévention primaire, un patient qui n'a jamais fait d'arythmie soutenue. Après, il y a toutes les indications de prévention secondaire. Donc là, c'est le patient qui a une cardiopathie et qui a fait une TV soutenue. Donc, TV soutenue, c'est supérieur à 30 secondes. Ou un patient qui a fait une mort subite récupérée. Voilà. Donc, ces patients-là, on sait qu'ils sont à risque de récidive et eux aussi auront une indication d'implantation. Il y en a moins quand même. Hein, voilà, statistiquement, je ne sais pas combien ça représente, mais ça en représente quand même beaucoup moins que les indications primaires dans l'insuffisance cardiaque. Et après, il y a le troisième groupe d'indications où là, c'est les maladies un peu génétiques, les maladies plus rares, les Brugada, les myocardiopathies hypertrophiques, les QT longs, où là, il va y avoir des recommandations pathologie par pathologie, des recommandations différentes. Voilà. Donc, en gros, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les indications dans l'insuffisance cardiaque ne sont pas très compliquées. Voilà. Et le juge de paix, une fois de plus, c'est l'IRM qui va nous dire est-ce que la fraction d'éjection est supérieure ou inférieure à 35%. Samuel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, écoute, pour moi, c'est tout bon, Pierre, merci. C'est bon? Parfait. Alors, attends, je vais partager le lien. Hop. Vous voyez mon écran là? Donc là, aujourd'hui, on vous a présenté les grandes indications. Une fois de plus, c'est relativement simple. On va parler maintenant du fonctionnement des défibrillateurs et de la programmation des défibrillateurs. Donc, on va avoir en gros 3 webinaires pour reprendre un peu le fonctionnement. L'idée, ça sera de dire, voilà, on va reprendre toutes les bases de programmation en général d'un défibrillateur, parce qu'il y a évidemment des choses qui sont communes en fonction des marques, mais on va reprendre aussi les spécificités, parce que ça, c'est une grande nouveauté. Là, vous avez un papier que je vous montre qui date de 2019, mais le premier est daté de 2015, où les sociétés savantes se sont réunies, donc les Américains, les Européens, les Asiatiques, un peu tout le monde, se sont réunis pour déterminer est-ce qu'il y aura des recommandations sur comment programmer un défibrillateur. Ce texte-là, il n'existe pas pour les pacemakers, par exemple. Il n'existe pas de recommandation qui nous dit, ben voilà, un pacemaker, ça devrait se programmer comme ça. Et donc là, ils ont sorti des recommandations avec un premier document où ils vont reprendre des généralités, quelle que soit la marque. En fait. Voilà, un défibrillateur, il faut programmer une zone de fibrillation ventriculaire avec des chocs à amplitude maximum. Voilà. On va programmer de la discrimination pour différencier la FA de la TV. Il y a des grandes règles de programmation qui sont communes, évidemment, à tous les appareils. En revanche, ils ont sorti ce document-là qui est des recommandations marque par marque. Et ça, c'est quand même une nouveauté parce que ça montre bien qu'il faut programmer différemment. Alors, ce sont des conseils de programmation. À chaque fois, ils vont vous dire, mais vous devez quand même vous adapter aux spécificités patient par patient. Évidemment, il peut y avoir des spécificités pour un patient donné qui font qu'on va le programmer différemment. Mais en gros, quand même, ils vous disent, voilà, en fonction des marques,
bien, vous allez avoir des paramètres qui devront être programmés différemment. Et pourquoi? Eh bien, parce que le fonctionnement de chaque appareil est manifestement différent. Autant dans le pacemaker, il y a évidemment des différences. Il y a des choses à connaître, il y a des modes spécifiques de stimulation chez Medtronic, chez Boston, chez Saint-Jude. Mais on va dire quand même que l'essentiel dans un stimulateur est commun en fonction des marques. Une fois de plus, il y a des spécificités, mais l'essentiel est commun. Sur un défibrillateur, il existe vraiment des différences marque par marque, et ces différences, il faut les connaître parce que ça a manifestement des implications sur comment il faudra le programmer. Et donc, ce document, vous voyez là, par exemple, je suis sur la partie Medtronic, et ils vont vous donner, voilà, il y a 4 grands chapitres. Brady, détection, thérapie, discrimination. Et en gros, et le dernier, c'est tout ce qui est problème de surdétection. Alors, pour la bradycardie, un défibrillateur, on verra ça, on va basculer ensuite sur un programmateur, mais un défibrillateur, ça peut servir de stimulateur. Alors, par exemple, l'essentiel des patients qui sont implantés en prévention primaire, c'est-à-dire un patient qui a 30% de fraction d'éjection, qui a fait un infarctus, la logique, dans l'immense majorité des cas, il n'a pas besoin d'un stimulateur cardiaque. Lui, on l'implante uniquement pour la fonction de défibrillation. Alors, c'est possible qu'il fasse du BAV aussi, mais dans la grande majorité des cas, ils ont un électro en termes de rythme strictement normal. Et donc là, la partie Brady, vous voyez, dans la grande majorité des cas, on va vous conseiller de programmer un VVI 40 par minute, c'est-à-dire on ne va pas programmer de stimulation pour ce patient donné. S'il est en BAV, évidemment, on programmera quelque chose. Bon, ça, vous imaginez bien que ce paramètre-là, il est commun, quelle que soit la marque. On va vous conseiller de ne pas stimuler le patient, que ce soit un Saint-Jude, un Biotronic, voilà, ou un Medtronic. Le deuxième point, par contre, c'est la détection. Et c'est ça qui est fondamentalement différent d'une marque à l'autre. La façon de classer les cycles et ensuite la façon de compter les cycles rapides pour arriver au diagnostic de tachycardie, qu'elle soit tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire, est fondamentalement différent d'une marque à l'autre. Et ça a des implications qui font que, c'est ce que nous disent les recommandations, et c'est l'évidence, on ne peut pas programmer les zones de tachycardie de la même façon pour un défibrillateur Medtronic ou un défibrillateur Saint-Jude à botte. Voilà. Ça, ce n'est pas possible. Parce que ça fonctionne tellement différemment qu'il va y avoir des spécificités. Et donc là, alors vous voyez, j'imagine que vous êtes tous bilingues, mais vous voyez, la détection, on va vous donner, et on va reprendre tout ça. Ne vous inquiétez pas, là, je vous donne juste les grandes bases. Mais la détection va vous donner 2 types de patients. Les patients sans historique de tachycardie ventriculaire. C'est les patients dont je vous parlais, c'est la prévention primaire. Patient, 30% de fraction d'éjection, il n'a jamais fait d'arythmie. Voilà, il y a une recommandation avec telle zone, à telle fréquence. Donc, ils vous disent, voilà, par exemple, pour ces patients-là, et on reprendra ça après, un patient qui n'a jamais fait d'épisode d'arythmie et qui a 30% de fraction d'éjection, en théorie, on est censé programmer une seule zone de FV, aucune zone de TV, une zone de FV qui commence à 188 battements par minute et avec, c'est ça que l'on va regarder tout à l'heure, 30 cycles rapides sur 40. Voilà. Donc voilà, évidemment, une fois de plus, c'est à adapter en fonction des spécificités du patient, mais en règle générale, voilà la programmation qu'il faut présenter à ces patients-là. Donc, sur un patient Medtronic implanté, dans ce cadre-là, en prévention primaire, on ne programmera qu'une zone de LV avec 30 intervalles sur 40 et une fréquence rapide. Au-delà de 188, vous avez un petit astérix à côté et il vous met 188, mais ça peut aller jusqu'à 200. C'est-à-dire que vous pouvez ne programmer qu'une zone à partir de 200 battements par minute. Et ça, c'est une révolution pour ceux qui sont un peu anciens. Ce n'était pas du tout des programmations que l'on avait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait tendance à traiter pour des fréquences beaucoup plus basses, c'est-à-dire qu'on avait tendance à programmer des zones de TV à partir de 150 battements par minute, et on traitait beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'on ne demandait pas 30 cycles rapides sur 40, mais on avait tendance à programmer 9 cycles rapides sur 12, 12 sur 16, enfin vraiment des compteurs, on traitait beaucoup plus vite et beaucoup plus fréquemment, et pour des fréquences beaucoup plus basses. Voilà, ça, c'est un des messages très importants de ces recommandations, et c'est ce que l'on va détailler pendant ces 3 webinaires. Un défibrillateur, ça permet de sauver des vies. C'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que ça permet de traiter une fibrillation ventriculaire qui aurait conduit au décès du patient. C'est la fonction primaire de cet appareil-là. Il est fait pour ça, pour prévenir la mort subite. En revanche, on est beaucoup revenu sur le fait de dire, avant on disait,
Un patient qui fait des TV, par exemple à 150, 160, on va demander au défibrillateur d'essayer de les arrêter. Et même, on va dire, même s'il n'en fait pas des TV, on va programmer une zone au cas où il en ferait. Oui. Mais ça, on en est revenu beaucoup. On s'aperçoit que autant un défibrillateur, ça permet de sauver des vies quand le patient fait une EFV. Et attention, un défibrillateur, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout quelque chose d'anodin. Quand vous implantez un défibrillateur, vous avez le risque de créer des problèmes et de majorer des problèmes préexistants. Et donc, on s'est aperçu aussi que si on traitait tout ce qui bouge très rapidement, on surtraitait les patients et que le surtraitement de ces patients n'était pas anodin puisque ça avait un effet défavorable sur la mortalité des gens. Il faut bien se rendre compte de ça, c'est-à-dire que quand on ne programme pas de façon appropriée et en gros que l'on surtraite, qu'on traite trop les arythmies, trop vite, les arythmies qui ne compromettent pas le pronostic du patient, non seulement on ne l'améliore pas le patient, mais même on l'aggrave. Et ça, c'est une constante et on en rediscutera tout à l'heure. Ensuite, vous avez donc le patient avec une TV, donc un patient qui est en prévention secondaire, on sait qu'il fait des arythmies. Voilà. Donc là, on aura toujours cette même zone de EFV auquel on rajoute si on pense qu'il est nécessaire, et ça c'est vraiment discutable, hein. Voilà, ce n'est pas une obligation, hein. On ne traite pas systématiquement les TV, on ne les traite que si on n'a pas réussi à régler le problème autrement, c'est-à-dire avec des médicaments ou avec éventuellement une ablation, et donc on rajoute chez ces patients une zone de TV. Donc ça, je vous le dis, ces zones-là, elles sont fondamentalement différentes. Je le répète, j'utilise volontairement le mot fondamentalement parce que c'est le cas différent. Si on prenait une autre marque, mais les recommandations sont vraiment différentes. Donc ça, c'est spécifique à la Medtronic et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. En ce qui concerne les thérapies, globalement, quelle que soit la marque, forcément, on va retrouver les mêmes conseils, hein. Voilà. En gros, en zone de EFV, l'idée, ça va être de traiter les patients avec des chocs électriques. Il y a eu pendant longtemps un débat sur l'amplitude des chocs. Vous savez que quand vous programmez un choc, vous pouvez programmer des amplitudes plus ou moins importantes. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour essayer, et je vous expliquerai ça aussi pourquoi, plutôt de ne conseiller que des chocs d'amplitude maximale. Un point important aussi, quand vous regardez les thérapies, vous avez ATP before charging ou pendant la charge. On s'est aperçu aussi qu'en zone de EFV, il y avait des arythmies qui étaient parfaitement régulières et monomorphes, en fait des tachycardies ventriculaires qui sont détectées en zone de EFV et que ça valait la peine de délivrer un ATP pour essayer de le réduire, c'est-à-dire de délivrer une séquence de stimulation. Donc ça aussi, ça a été une grande transformation, une grande évolution, c'est-à-dire que dans un premier temps, on n'avait jamais imaginé qu'en zone de EFV, on allait faire de la stimulation rapide. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est recommandé. Donc, les chocs à amplitude maximum, mais avec, au départ, quand même, l'idée d'essayer de réduire au moins une fois par une stimulation antitachycardique, les tachycardies, même quand elles sont très rapides. Voilà. Donc ça, globalement, c'est les grandes lignes de programmation. Ça, c'est commun, quel que soit l'appareil. Alors après, on passe à la discrimination. La discrimination, l'idée, c'est de dire, au départ, on a eu quand même beaucoup. Moi, quand je me projette 15 ans ou 20 ans en arrière, tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais enfin très fréquemment, plusieurs fois dans la semaine, on avait des patients qui venaient avec des thérapies inappropriées pour rupture de sonde, pour des FA qui étaient traités, pour des problèmes de surdétection de l'onde de T. Voilà. Et donc, il y avait des thérapies qui étaient délivrées alors que le patient n'était pas en arythmie ventriculaire. Alors, la télémédecine, ça a permis déjà de réduire considérablement les thérapies inappropriées parce qu'on arrive souvent à détecter des signes annonciateurs et quand on détecte ces signes annonciateurs, ça nous permet d'éviter les thérapies inappropriées. Exemple, les problèmes de sonde. Problèmes de sonde, on arrive à détecter maintenant très tôt les problèmes avant que les chocs électriques ne soient délivrés. Voilà. Mais deuxième chose, il y a eu un progrès aussi sur les programmations. Je vous disais, aujourd'hui, on a monté considérablement nos zones, c'est-à-dire que les recommandations, c'est 180 jusqu'à 200 en gros. Vous pouvez commencer à 200. C'est sûr que si vous commencez à 200, mais vous avez moins de chances d'avoir des thérapies inappropriées que si vous programmez vos zones à 150. Forcément, vous allez traiter moins de fibrillation auriculaire. Il y a eu aussi beaucoup de travail sur l'appareil lui-même, essaye de reconnaître ce qui est de la surdétection
et ce qui est de la FA versus de la TV. Et donc, c'est ce que l'on appelle la discrimination. Et là, il y a eu beaucoup de progrès. Là, encore une fois, entre les marques, c'est fondamentalement différent. Voilà. Donc, est-ce que c'est un simple chambre? Est-ce que c'est un double chambre? Quand vous mettez un double chambre ou un triple chambre, vous avez une sonde atriale. À partir du moment où vous avez une sonde atriale, vous pouvez intégrer l'analyse du rythme atrial pour essayer de différencier la FA de la TV, par exemple. Voilà. Bon, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que là, il y a vraiment des spécificités marque par marque. La discrimination de chez Medtronic n'a rien à voir avec celle de chez Shengud ou celle de chez Biotronic. Donc, forcément, il y aura des recommandations différentes. Et là, forcément, c'est compliqué d'avoir la compréhension en détail de tous les algorithmes, mais par contre, il faut avoir des grandes lignes. Voilà, grandes lignes. Par exemple, chez Medtronic, on a la possibilité de discriminer à partir de la morphologie du signal. Donc, on analyse le signal et on dit, voilà, quand le patient est sinusal, j'ai une certaine morphologie. S'il passe en FA, dans la grande majorité des cas, la morphologie des QRS ne sera pas modifiée. Pas toujours, mais dans la grande majorité des cas. En revanche, s'il passe en TV, on aura une modification de la morphologie. Bon, c'est l'idée. Bon, la discrimination par la morphologie est devenue la discrimination de référence, en tout cas pour le simple chambre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ce qui est recommandé, par exemple, vous voyez, c'est marqué wavelet, single chamber, simple chambre. C'est ce seul discriminant qui est utilisé. Donc, vous dire que, voilà, là aussi, il y a eu une évolution. Au départ, on essayait d'avoir plein de discriminants différents. On s'aperçoit aujourd'hui que quand vous en avez un qui fonctionne bien, eh bien, il vaut mieux peut-être ne fonctionner que sur celui-là. D'accord? Donc, ça aussi, on reprendra. La double chambre, on verra que là, il y a des choses à comprendre sur comment ça fonctionne. Et un dernier point, vous avez, donc ça aussi, c'est très différent marque par marque. Et ensuite, vous avez tout ce qui est, on va réduire les thérapies inappropriées en reconnaissant, par exemple, une surdétection de l'onde de T ou le Lead Integrity Alert et RV Lead Noise, c'est deux algorithmes qui sont faits pour reconnaître les dysfonctions de son. Si vous faites de la télémédecine, ce n'est pas du tout la même chose pour repérer les ruptures de sonde si vous avez ou pas un algorithme spécifique qui est fait pour ça. Vous comprenez, chez Medtronic, par exemple, alors ça, c'est une constante. Les marques qui ont eu des gros problèmes avec des sondes, je pense que tout le monde en a des problèmes, mais ceux qui ont été très, très médiatisés, ben, ils ont été obligés de sortir des algorithmes spécifiques pour les reconnaître. Donc, vous verrez que les deux marques qui ont été les plus impactées en termes de contre-publicité, ça a été Medtronic et Abbott, et les deux ont un algorithme spécifique pour les ruptures de sonde. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça aussi, ça a permis vraiment d'améliorer considérablement le fonctionnement. Donc, si je résume, il existe des grandes bases de fonctionnement marque par marque. Ce sont les mêmes. Il existe des grandes lignes de programmation. Les grandes lignes de programmation, c'est qu'on arrête de traiter tout ce qui bouge. On arrête de traiter tout de suite. On ne va traiter, en théorie, avec un défibrillateur, que les arythmies qui durent un certain temps et qui mettent en péril la santé à court terme du patient. Voilà. On ne traite plus tout ce qui bouge. Voilà. Ça, c'est une grande ligne de programmation. La deuxième, c'est que bon, ben voilà, ça a simplifié un petit peu la programmation. En zone de FV, on aura tendance à programmer des chocs d'amplitude maximum, mais on programme aussi une séquence d'ATP pour essayer de réduire les arythmies, même si elles sont très rapides, mais qui sont organisées. Autre grande ligne de programmation, la discrimination. On va programmer la discrimination pour essayer de mieux repérer voilà, qu'est-ce qui est de la TV et qu'est-ce qui est de la FA, de façon à ne pas traiter les fibrillations auriculaires. Et dernier point, il existe aujourd'hui, marque par marque, des algorithmes différents, spécifiques, qui sont là, par exemple, pour reconnaître les dysfonctions de sonde, ou, par exemple, chez Medtronic, pour reconnaître une surdétection de l'onde de T. Voilà les grandes bases de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, nous allons basculer sur le programmateur. Nous avons le programmateur. Il s'agit donc, je suis avec Delphine. Nous avons le programmateur Medtronic. Et moi, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, on va faire une interrogation complète de défibrillateur. Et je vous montrerai comment, où est-ce qu'on va chercher les informations, comment on fait un petit peu tout ça.
parce que je pense qu'il existe une technique pour aller être efficace, rapide et ne manquer aucune information. Voilà. Et dans les cas comme ça, c'est vrai que quand vous discutez généralement avec les gens de chez Electronic, eux, ils ont l'habitude d'en faire à répétition. Eux, ils veulent avoir toutes les informations et le plus rapidement possible. Et donc, c'est intéressant de partager ces expériences avec eux. Voilà. Là, je vous montre juste un programmateur. Voilà un programmateur Medtronic et c'est le programmateur. C'est un programmateur qui n'a pas encore été implanté. D'accord ? Donc, voilà sur quoi vous tombez quand vous allez programmer votre programmateur. On regardera Pierre, tout ça. Oui. Pierre, excuse-moi, avant d'enchaîner sur le programmateur, il y a 2 questions dans le chat, si tu peux les lire et répondre, s'il te plaît. Oui, des TV mal tolérés. Que faire des TV mal tolérés? Et après, au sujet des différences d'algorithmes entre marques, je me permets d'évoquer les surdétections PD fréquentes chez Abbott avec les sons de Boston. Alors, tout à fait. Alors, on va, vous permettez, vous avez bien raison. Effectivement, ce qui est, quand vous allez prendre marque par marque, hein, et vous allez vous apercevoir, si vous prenez la défibrillation, il doit exister à peu près une quinzaine ou une vingtaine au moins de bouquins qui expliquent comment ça fonctionne. Voilà. Si vous allez dans les magasins qui vendent des bouquins de médecine, mais vous verrez qu'il y a une vingtaine, si vous prenez les bouquins américains, tout ça, de livres qui expliquent comment ça fonctionne. Et ce qui est très étonnant, c'est que si vous prenez, par exemple, un certain type de surdétection, quel que soit le bouquin, c'est toujours la même marque, en fait. On a l'impression, voilà, pratiquement toujours. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, de la surdétection de l'onde de T, vous ne verrez jamais un tracé de chez Boston. Vous verrez un tracé Medtronic ou un tracé Saint-Jules. Si vous voulez une surdétection de l'onde de P, quel que soit le bouquin, c'est rigolo, mais ce n'est pas les mêmes cas, hein, mais c'est pratiquement toujours un tracé Boston. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on va essayer de voir que en fonction du fonctionnement, voilà, vous avez des problèmes que vous allez rencontrer avec certaines marques et que vous ne rencontrerez pas avec d'autres. Voilà. Par exemple, le problème que vous nous décrivez là, de chez Abbott avec des sons de Boston, et je suis tout à fait d'accord. Voilà. Mais ça, on va essayer de reprendre tout ça. Que faire des TV mal tolérés? Alors, ça dépend de qu'est-ce que l'on appelle les TV mal tolérés. En gros, aujourd'hui, on a de plus en plus. Nous, cette programmation standard, au départ, ça m'a beaucoup étonné. Hein. Moi, je vous disais 188, voire 200, une seule zone de EV. Et puis, en réfléchissant, moi, je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup d'avantages et finalement, ça fonctionne pas mal. Et c'est quelque chose que l'on programme, nous, de façon quasi systématique aujourd'hui. Si vous venez à Bordeaux, vous verrez que cette programmation-là qui est proposée dans les recommandations, mais c'est effectivement ce que l'on programme en nominal. On programme ça à peu près chez tout le monde. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on a une raison particulière pour ne pas le faire. Tout ça pour vous dire. Les TV mal tolérés, il y en a 2 types, en gros. Quand vous avez une TV mal tolérée parce qu'elle est rapide, bon, ben elle va rentrer dans cette zone de EV. Si elle est mal tolérée parce que vous êtes au-delà de 188, si vous avez programmé 188, ben vous allez la traiter. Alors maintenant, il y a un cas de figure et qui est problématique. Donc, ce qui est la grande tendance, je vous ai dit, ça a été de monter considérablement nos zones de tachycardie et d'étendre le nombre de cycles avant de traiter. Donc, aujourd'hui, en nominal, une fois de plus, on ne programme des zones de détection et de thérapie que au-delà de 188, voire 200 par minute. Bien. Ça a énormément d'avantages parce que ça permet déjà d'éviter de traiter tout ce qui se réduirait tout seul. Donc, quand vous mettez 30 sur 40, par exemple, tout ce qui est plus court, vous n'allez pas le traiter. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Tout ce qui se réduit spontanément, a priori, il ne faut pas le traiter. Et ça évite quand même de traiter de façon inappropriée tout un tas de choses. Par exemple, la FA, c'est assez rare finalement que ce soit supérieur à 200. Donc, si vous mettez une zone à 200 et plus, vous allez avoir beaucoup moins de chances d'avoir de thérapies inappropriées sur de la FA. En revanche, ce que ça crée comme problème, c'est que effectivement, tous les ans, on a quelques patients qui sont insuffisants cardiaques et, par exemple, qui vont faire une TV à 170 par minute. Cette TV, elle n'est pas traitée puisqu'elle n'est pas détectée, puisqu'on a programmé notre zone à 188. Ils vont faire une TV à 170. La grande majorité des TV à 170, elles se réduisent toutes seules, en fait. Mais il y a quelques patients où ça n'est pas le cas, où ça ne se réduit pas. Et donc, le patient qui a 25% de fraction d'éjection, qui fait une TV à 170, qui va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, et qui, avec la durée, sur un patient déjà avec un cœur fatigué, va un peu épuiser le cœur de ce patient,
ce patient-là, à un moment donné, le cœur va s'épuiser, si vous voulez, et ça va dégénérer de TV en FV. Et cette fibrillation ventriculaire, souvent, elle a du mal à être réduite parce que c'est vraiment une FV d'épuisement, si vous voulez. Et donc, effectivement, le côté négatif d'avoir monté les zones comme ça, eh bien, c'est qu'on a ce type de présentation, des TV qui sont mal supportées parce qu'elles durent depuis très longtemps. Une fois de plus, hein, si elle est mal supportée parce qu'elle est rapide, elle est traitée. Mais par contre, si elle est mal supportée parce qu'elle dure longtemps et qu'elle n'est pas détectée et pas traitée, eh bien, on a quelques tableaux un peu dramatiques, hein, où on a effectivement quelques patients qui vont arriver dans un état vraiment extrêmement grave parce qu'ils sont restés en TV pendant X heures, que le défibrillateur ne l'a pas traité. Et effectivement, souvent, quand ça dégénère dans un deuxième temps FV, là, l'appareil le reconnaît, mais c'est souvent trop tard, les chocs électriques ne sont pas efficaces. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur les TV mal tolérés. Voilà. Mais en gros, c'est toujours une balance, hein. Il n'y a pas que des avantages et des inconvénients à la programmation. Quand vous montez les zones, eh bien, vous évitez de traiter toutes les thérapies qui vont se réduire tout seul, ce qui est vraiment une très, 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 très bonne chose. Vous évitez d'accélérer des arythmies qui ne sont pas graves et vous leur délivrez un ATP et vous les faites passer en EV. Et donc, vous évitez ces problèmes-là. Mais en revanche, effectivement, il y a des TV que vous n'allez pas traiter, qui seront mal supportés et qui peuvent conduire parfois jusqu'au décès du patient. Donc, c'est toujours, évidemment, il n'y a pas que des avantages à cette programmation-là. Mais sur une population globale, en tout cas, je pense que ce type de programmation présente quand même énormément d'avantages, avec toujours des spécificités patient par patient qui peuvent poser problème. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, parfait. Tu vas me montrer la programmation, s'il te plaît, les paramètres. Donc, voilà comment ça se présente, en gros. Vous avez en haut, voilà, ça c'est l'écran de base quand on arrive sur les paramètres. Là, on est en mode nominal, donc vous avez au départ tout ce qui va être paramètres de stimulation. Voilà, je vous répète, hein, un défibrillateur, c'est aussi un stimulateur cardiaque. Et aujourd'hui, on a à peu près toutes les fonctions standards d'un stimulateur, on a tous les modes, voilà, on a tout ce qui est à peu près programmable, voilà, comme pour un stimulateur cardiaque. Là, vous voyez qu'ici, il s'agit d'un stimulateur avec une sonde atriale. Dans la grande majorité des cas, on aura tendance quand même à programmer des simples chambres s'il n'y a pas d'indication de stimulation. La sonde atriale, on ne va la positionner que s'il y a une indication de stimulation. Okay, bien. Et ensuite, on a les paramètres de fibrillation. Voilà, les paramètres de détection et les paramètres de défibrillateur, et on va regarder tout ça. Alors, est-ce que tu peux partir sur le premier cas, s'il te plaît? Voilà, il y en a pour 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, donc, on a regardé les recommandations en termes d'indication. Ensuite, je vous ai montré, et ça, c'est un document hein, pour quiconque suit des défibrillateurs, quiconque s'intéresse à ce domaine-là, c'est quand même un plus d'avoir aujourd'hui des recommandations de programmation. Jusqu'à présent, on faisait tous un peu ce qu'on voulait. Sur le pacemaker, encore aujourd'hui, on a la latitude de programmer comme on veut. Voilà. Sur les défibrillateurs, il existe quand même des recommandations aujourd'hui avec des indications, une fois de plus, de classe 1. C'est-à-dire que c'est ça qui est recommandé. C'est quelque part, c'est quelque chose qui est opposable. Voilà. Et donc, moi, je vous encourage vivement à aller regarder. Donc, cette idée-là aujourd'hui, c'était de vous dire, voilà, il existe et de vous donner les grandes lignes de la programmation. Là, ce que je vais vous montrer, c'est comment on regarde un tracé, en gros, de chez Medtronic. Voilà. Comment on analyse un tracé et comment ça s'analyse. La prochaine fois, on fera comment on interroge un défibrillateur. Donc, on partira sur un tracé sur un patient standard et on regardera les différentes étapes de la programmation. Alors voilà. Voilà ici un tracé enregistré chez un patient porteur d'un défibrillateur. Donc ça, vous voyez en haut, vous avez 4 items. Vous avez le graphe, vous avez l'EGM, vous avez le texte et vous avez QRS. Moi, je vous encourage vivement, mais alors vraiment très vivement, à toujours commencer par le graphe. Voilà. Le graphe, vous avez ici différentes informations. Si tu cliques, tu as le choix sur la partie blanche en haut, là, voilà. Tu as le choix de l'avoir en intervalle ou en fréquence. D'accord ? Voilà. Vous avez le choix, vous voyez, vous avez en ordonnée soit la fréquence, soit les intervalles. Moi, je vous conseille de revenir sur les intervalles. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand il y a un tracé enregistré dans un défibrillateur, moi, je vous encourage vivement par commencer par le graphe. Pourquoi ? Parce que le graphe, ça va vous donner une valeur, une vision un peu générale de l'épisode.
des fois, il y a des épisodes qui sont compliqués, et il se passe plusieurs choses. Il y a une thérapie qui ne marche pas, une autre qui va marcher. Voilà. Il y a plusieurs choses. Et c'est vrai que si vous partez directement sur le GM, moi, je trouve qu'on se perd un peu. Et on commence par faire l'analyse et on oublie un peu qu'est-ce qui s'est passé au début à la fin. L'avantage du graphe, c'est que ça vous donne une vision globale. Donc, le graphe, vous avez vos points qui sont violets, hein, qui indiquent les cycles ventriculaires. Donc, plus le point est bas, plus il est rapide, puisque ce sont des intervalles. D'accord? Vous avez un trait horizontal. Ce trait horizontal, il correspond à la zone ou aux zones, parce que là, il n'y en a qu'une, donc il y a un seul trait, aux zones qui sont programmées. Donc là, on a une seule zone de fibrillation ventriculaire qui est programmée. Donc là, pour la classification des cycles, ça sera très simple. Tout ce qui est plus rapide que cette zone de EV, ça sera classé EV. Tout ce qui est plus lent, ça sera considéré comme VS, c'est-à-dire lent. Okay? Donc moi, si je regarde mon tracé, mon graphe, au départ, j'ai des cycles qui sont relativement lents et réguliers. On a l'impression qu'on a un rythme normal. Puis, à un moment donné, on a une cassure très nette, voilà, au niveau des cycles. On a des cycles qui rentrent dans la zone de EV, voilà, pendant un certain temps. Là aussi, le graphe, on verra que si vous regardez vos cycles, vous avez l'impression quand même d'avoir quelque chose de très rapide, mais, et c'est ça qu'on regardera sur les autres tracés la prochaine fois, c'est quelque chose qui est régulier, mais qui est physiologique, c'est-à-dire que c'est compatible avec une vraie arythmie. Ce que je veux vous dire, c'est que sur le graphe, quand on aura un problème de dysfonction de sonde, quand on aura un problème de surdétection, mais on a un aspect très particulier que l'on reconnaît. Vous voyez, pour ceux qui passent le DU, par exemple, ben, parfois, à l'examen, vous avez juste un tracé de graphe. Parce que le graphe, en lui-même, déjà, est des fois tellement caractéristique qu'on reconnaît que ça n'est pas une vraie arythmie. Là, quand je vois ça, ben, je me dis, ça, c'est très compatible, et je vous expliquerai pourquoi, à une vraie arythmie. Donc, au bout d'un certain temps, vous allez avoir le marqueur détection. Puis, vous allez avoir le choc électrique qui va être délivré. Donc, vous voyez, on a délivré le choc. Et manifestement, une cassure au niveau de la fréquence. On était très rapide et on l'est un peu moins. On a l'impression que le choc électrique a probablement été efficace. Bon, ça peut faire débat, mais on peut. Donc, en gros, si je regarde mon graphe,